Depuis des années, Bénédicte Delmas a exercé dans le monde du cinéma, de la télévision et du théâtre en tant qu'actrice, scénariste et même réalisatrice avant de se lancer dans la fiction littéraire. Elle est née le 7 juillet 1972 à Bayonne. Elle est notamment connue pour son rôle dans la série Sous le soleil et pour ses réalisations dans les séries françaises. Alors en 2024, paraît Jeanne, la rebelle de Dieu aux éditions Fayard. C'est son premier roman qui raconte le destin d'une femme, Jeanne de l'Estonac, une femme d'exception à l'époque des guerres de religion, déterminée à fonder une éducation féminine et à affirmer son autonomie face aux pressions patriarcales et ecclésiastiques. Alors dans cette interview pour Destin de femme, nous l'interrogeons sur ses motivations, sur ses choix narratifs, sur sa vision de la condition féminine hier et aujourd'hui et sur les défis d'écrire un livre pour faire revivre une figure historique peu connue. Bonjour Bénédicte. Bonjour Valérie. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation dans Destin de femme. Alors tout de suite, pourquoi avoir choisi cette femme, Jeanne de l'Estonac, comme héroïne de ton roman? Parce que c'est une femme à qui on doit énormément, notamment le fait de pouvoir aller à l'école pour les filles. Et cette femme est totalement inconnue du grand public, alors qu'on lui doit énormément, donc je pense que ça méritait au moins un roman. Alors comment tu l'as rencontrée, cette femme? Alors je l'ai rencontrée en buvant une bouteille de vin, parce qu'il y a une cuvée Jeanne de l'Estonac qui existe. Et donc on m'a expliqué qui était Jeanne de l'Estonac, à savoir la nièce de Montaigne, et qu'elle avait créé la première école pour filles d'enseignement général. Donc moi qui suis sensible à la condition des femmes, ça m'est tout de suite apparu comme un personnage intéressant. Oui. Qu'est-ce qui t'a inspiré ou bien interpellé le plus dans sa vie? Je crois que ce qui m'a le plus interpellée, c'est que même si son combat a eu lieu il y a 400 ans, finalement on n'a pas beaucoup avancé. Oui. Il y a les clichés sur l'infériorité des femmes traversent les siècles et j'ai trouvé ça assez frappant. On continue à parler de l'infériorité, de l'incapacité des femmes à faire tel ou tel métier, à apprendre telle ou telle chose. Et c'est fou que ça bouge pas davantage. Est-ce que quand tu as commencé à écrire, tu avais une vision féministe de cette histoire ou bien ça t'est apparu finalement au fur et à mesure? Je crois que si je l'ai choisie elle, c'est parce que j'ai cette fibre féministe, mais quand j'ai mesuré le combat qu'elle avait mené avec ses contemporains ou face à l'Église, j'ai trouvé que c'était d'actualité et j'ai pas réfléchi en termes de féministe ou pas, mais je trouvais que c'était extrêmement contemporain comme problématique. Ouais, et moderne. Alors, ça commence par une bouteille de vin. Je suppose que tu as dû faire beaucoup de recherches. Comment tu t'y es prise en fait? Qu'est-ce que tu as consulté? Quelles archives? Alors, j'ai beaucoup travaillé avec j'ai beaucoup étudié le travail d'Éliane Viennot, qui est une historienne spécialiste de la Renaissance et spécialiste de la condition des femmes. Donc son travail a été une mine d'informations assez fabuleuse pour traiter de cette période. Et puis j'ai eu accès aussi à toutes les publications d'universitaires sur le site Cairn, qui m'a permis d'aller chercher des choses un petit peu plus pointues et un peu plus pas de côté par rapport au travail d'Éliane. Et notamment le travail sur les béguinages, sur les sœurs et une congrégation de sœurs espagnoles dont je me suis inspirée pour traiter du premier couvent. Ouais. Voilà, donc essentiellement sur Internet en fait. Et c'était facile de trouver des sources fiables de cette période-là? Relativement, oui. Parce qu'en fait, c'était bien documenté. Oui, et les femmes historiennes travaillent depuis les années 70 quand même déjà sur toutes ces femmes oubliées, et donc il existe quand même pas mal de choses. Alors on parle de la condition des femmes à cette période-là, elles étaient comment? Alors, c'était assez disparate en fait, c'est-à-dire que les femmes issues de la noblesse ou de la grande bourgeoisie avaient accès quand même à une certaine éducation parce qu'elles avaient des précepteurs privés et que même si en général on leur apprenait l'art de la conversation, certaines étaient quand même très éduquées. C'est le cas de Jeanne de l'Estonac, dont la mère est la sœur de Montaigne. Donc sa mère a déjà reçu une éducation solide et Jeanne aussi.
Donc elle parle plusieurs langues, elle a une éducation complète qui sort de l'éducation des femmes en général. Oui, voilà. oui. Maintenant, toutes les femmes du peuple n'ont accès à aucune éducation. Certaines savent un peu compter parce qu'elles en ont besoin dans leur activité quotidienne, mais globalement on peut dire que si vous êtes de souche paysanne, vous êtes promu à une vie de misère. Oui. Voilà. Et c'est ça qui va toucher Jeanne, c'est qu'elle va comprendre très tôt que le savoir c'est le pouvoir, que l'émancipation des femmes passera par l'éducation et qu'il n'y aura pas de liberté sans éducation. Alors quand on parle d'histoire, on a souvent des blancs. Comment est-ce que tu as comblé ces blancs historiques? Alors, j'aime bien cette question, parce qu'en fait, quand je me suis renseignée sur Jeanne, il existait une biographie d'Hervé Dubois-Baudry qui, pour une fois, dépasse un peu de la biographie religieuse qui existait sur Jeanne. Donc lui traite un petit peu, il a quelques renseignements sur sa vie avant qu'elle entre dans les ordres. Mais globalement, il n'y avait pas grand-chose. Donc, j'ai profité de ce blanc, justement, de cet espace pour romancer une part de sa vie. Oui. Donc je traite les 18 mois entre la mort de son mari et son entrée dans les ordres. Et en me basant sur son caractère et sur la conjoncture sociale, économique de l'époque, eh bien, voilà. Justement, alors on est en pleine période de guerre de religion, c'est une période qui est assez complexe. Comment finalement tu as fait l'équilibre entre la narration, le romanesque et puis l'historique? Alors, il y a une chose qui est assez effrayante, c'est que les choses reviennent dans l'histoire. Donc on sait qu'à chaque fois qu'on rencontre une crise économique, politique, ce qui est le cas à cette période de la Renaissance, la condition des femmes régresse. Et en fait, on parle toujours de la Renaissance comme d'une période assez merveilleuse. Faste, oui. Tout à fait. En fait, la Renaissance, ça concerne la peinture italienne. Il y a une renaissance de la peinture italienne. Mais la période d'émancipation des femmes, elle est plutôt sur la fin du Moyen-Âge. Et à la Renaissance, on a un retour en arrière, une espèce de backlash qui fait que les femmes sont exclues des corporations professionnelles. Donc elles n'ont plus le droit de tisser, elles n'ont plus le droit de laver le linge, elles sont ultra précarisées pour être encouragées à retourner dans la sphère domestique et à ne pas sortir de la sphère domestique. Donc tout ça pour dire quoi? J'ai perdu le fil de la question, mais voilà, en me basant sur l'époque et le personnage de Jeanne, eh bien, j'ai essayé de construire une histoire qui est évidemment romancée, mais totalement crédible. Et comme il n'existe rien là-dessus, par exemple, il y a peu de chances d'imaginer que les hommes l'aient encouragé dans cette quête d'accès à l'éducation pour les femmes. Parce que, évidemment, une femme éduquée, c'est une femme qui prend un certain pouvoir sur sa vie déjà. Donc, les hommes ne voient pas ça d'un bon œil. La religion catholique, à cette époque-là, n'a aucune envie de partager le savoir. C'est l'Église qui détient le savoir. Les universités catholiques datent du Moyen-Âge, elles sont exclusivement réservées aux hommes. Et à cette époque-là, il y a d'ailleurs un petit rappel, parce qu'il y a quelques femmes qui ont malgré tout réussi à mettre les pieds à l'université. Et là, on resserre cette loi qui dit qu'aucune femme à l'université. Donc, compte tenu de ça, c'était assez facile d'imaginer que ce personnage rencontre des antagonistes super puissants. Oui. Alors c'est vrai que quels que soient les pays, quelles que soient les époques, à chaque fois qu'il y a, comme vous le dites, un problème politique, économique, ça retombe toujours sur les femmes. On l'a vu dernièrement avec le droit à l'avortement aux États-Unis et dans ces différents États où finalement ça tombe sur les femmes. Il y a quelque chose de particulier parce que vous m'avez dit il y a eu quand même quelques cas exceptionnels. Alors Jeanne, elle perd son mari à un moment donné, elle décide de ne pas se remariée et elle veut gérer elle-même son domaine. Est-ce que ça, c'était quelque chose de courant à cette époque-là? Non, pas du tout, parce que les femmes sont élevées depuis leur plus jeune âge dans l'idée qu'elles ont besoin d'un homme. Elles ont besoin d'un homme au quotidien pour tout. Et donc, le premier pas, le premier pas de côté que va faire Jeanne, c'est de dire non.
moi, je n'ai pas besoin d'un homme, ni dans ma vie, ni pour gérer mon domaine. Oui, oui, oui. Donc c'est le premier pas de côté qu'elle fait. Donc évidemment, c'est perçu comme quelque chose de... Comme une révolution finalement. Mais comme une révolution. Alors le point central de ton roman, hein, c'est l'éducation des jeunes filles. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais que le lecteur retienne de ça? J'aimerais qu'ils retiennent que l'éducation est une nécessité. Et bien sûr, il y a d'autres moyens d'apprendre qu'en allant à l'école. Mais l'éducation est une nécessité pour construire une pensée, pour faire les bons choix, pour faire des choix éclairés en fait. On voit aujourd'hui que beaucoup de pays sont en train de revenir sur cet accès à l'éducation pour les femmes. Il n'y a qu'à voir la politique des talibans en Iran. C'est juste effrayant parce que ça entraîne énormément de choses. Refuser l'accès aux universités pour les femmes, ça veut dire pas de femmes médecins. Ça veut dire que pas de prise en charge médicale pour les femmes. On a vu là avec le séisme qu'on laisse les femmes mourir parce que les hommes ne doivent pas les toucher. En Afghanistan, c'est absolument abominable, oui. Et moins les femmes sont éduquées, plus je me permets de dire que la religion prend de la place. Oui. La religion a valeur de règles morales, de règles sociales. Donc à partir du moment où on vous dit qu'il suffit de croire en Dieu et que tout le reste ira de soi. D'ailleurs ça tu le montres hein, dans l'ouvrage, puisqu'elle va défier finalement, Jeanne, l'autorité non seulement de l'Église, mais aussi l'autorité du roi. Et on sent vraiment cette tension. Oui, parce qu'en fait, c'est un mauvais exemple. C'est une femme à abattre. Et elle est protégée par sa naissance, elle est protégée par sa filiation à Montaigne, et elle est protégée par son savoir, qui est son pouvoir. Parce que quand elle est confrontée à l'Église pour cette audition, elle est capable d'argumenter tout ce qu'elle dit. Et elle est capable de dire, voilà, non, la foi, ça suffit pas pour mener la vie d'une femme. Et c'est ça que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que nous sommes tous et toutes libres de nos croyances, mais ça ne suffit pas. On ne peut pas s'en remettre à notre religion, quelle qu'elle soit, pour mener notre vie. Voilà. Est-ce qu'il y a un passage du livre auquel tu tiens particulièrement ? C'est dur à dire. Non, il y a beaucoup de passages que j'aime. C'est l'évolution de ce personnage qui me plaît, c'est la façon dont elle perçoit les choses, c'est-à-dire que c'est une femme qui est dissociée au début du livre, c'est-à-dire qu'il y a sa tête d'un côté et son corps de l'autre, elle n'est pas connectée. Et puis plus elle va s'ouvrir à son combat, plus elle va comprendre la problématique des autres, plus elle va se reconnecter à elle-même et à son corps. Et quand elle voit ce tableau du Titien, elle va changer sa perception au fur et à mesure du livre, de son histoire. C'est-à-dire qu'au début, elle voit une femme nue, et ensuite elle voit une femme qui finalement est une proie, finalement, et son regard sur les choses change, et c'est ça qui m'intéresse. Et toi, quand tu as écrit ce livre, ton regard sur les choses a changé aussi au fur et à mesure ? Est-ce qu'il y a eu un transfert ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose ? Non, parce que mon propos, avant d'écrire le livre, c'est-à-dire que j'ai d'abord fait le plan, la structure du livre avec tous les événements par personnage qui les faisaient évoluer dans leur trajectoire. Donc je savais, avant de rédiger la première page, où est-ce que j'allais terminer. Donc j'ai pas vraiment évolué. Après, c'est le retour que les gens m'ont fait sur le livre qui m'a parfois bousculée, oui, parce que je ne me rendais pas compte de la portée. De la portée. Et de la responsabilité, parce qu'il y en a une en écrivant un livre comme ça. Il y en a une. C'est une responsabilité sociétale par rapport aux femmes quand même. Dire, attendez, regardez elle, avec toute la pression qu'elle avait, elle a réussi finalement à faire ce qu'elle voulait, à dire non. Tout à fait. Et à un moment, j'aime bien ce passage quand les troubadouresses, quand Adèle est intronisée dans ce groupe de troubadouresses, donc c'est des femmes, une troupe de femmes de théâtre en fait. À partir du moment où elle a appris à lire, elle est intronisée dans cette troupe et on lui dit voilà, maintenant tu sais lire, donc tu détiens un moyen de décrypter le savoir et donc tu as la responsabilité pour tous ceux qui ne savent pas lire.
Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'important. Nos hommes politiques qui sont censés avoir le savoir et certaines connaissances ont la responsabilité de tout le peuple qui les a élus. Et nous allons de déception en déception, parce qu'on a l'impression justement qu'on n'est pas toujours défendu et entendu par ces hommes à qui on a remis la responsabilité de nous diriger. Et toi, ta propre trajectoire de femme, parce que quand même, pas mal de cordes à ton arc, hein, actrice, réalisatrice, scénariste, est-ce que ça a influencé ton regard sur cette femme et sur ce roman? Alors, moi j'aime les personnages, en général j'aime les personnages, les personnages petits, les personnages cassés, les personnages résilients en fait, qui ont des parcours comme ça, qui se révèlent à eux-mêmes et qui prennent conscience de leur pouvoir. Ça c'est quelque chose qui me plaît. Et Jeanne, elle n'était pas comme ça au départ, parce qu'elle est privilégiée dès le début. Mais elle en partage avec toutes les femmes le fait d'être sous la tutelle masculine et de devoir s'émanciper de cette tutelle. Donc c'est ça qui m'a séduit et qui m'a fait me sentir proche d'elle. Oui. Et puis j'aime aussi ce côté, elle s'affranchit, elle se fout du qu'en dira-t-on. Elle les emmerde en fait. Elle a envie d'aller là. Ah ben ça, je crois que c'est la clé finalement de la liberté. Hein. Mais complètement. Arriver à se libérer des injonctions sociales, et ça me séduit. J'aimerais être comme ça. Une adaptation en scénario du roman bientôt? Je sais pas, parce que c'est. Tu y as pensé? J'y ai pensé parce qu'au départ c'était un scénario de film, mais c'est très cher. C'est très cher et c'est du film d'époque. Il faudrait que Marion Cotillard lise le livre et dise banco, j'y vais. Là il y a une chance tu le de. ferais? Bah si elle vient, et pourquoi ça rend le film. Pourquoi Marion Cotillard? Tiens. Parce que c'est, je pense, l'une des seules actrices françaises capables de mobiliser un budget de 35 millions d'euros pour faire un film. Oui, voilà. bankable. Bankable. Et bankable parce qu'elle a l'âge du personnage, elle a le talent qu'on donc connaît. Tu y as réfléchi quand même, hein? Tu as déjà bien mis les choses à leur place. C'est-à-dire que je me dis la faisabilité, elle tient à quoi? Elle tient à une clé de voûte, ça serait elle, parce que avec elle tout est possible. Oui. Alors dernière question, si tu l'avais rencontré en vrai, ce personnage-là, Jeanne de Lestonac, qu'est-ce que tu aurais eu envie de lui demander? Non, je crois que je lui aurais juste dit merci. Merci. Je crois que je lui aurais juste dit merci, et elle fait un choix cornélien à la fin quand même, et que je veux pas spoiler, mais non mais quel modèle. Mais elle peut te dire merci aussi parce qu'elle n'était pas très connue avant ton livre. C'est vrai, mais c'est vrai, c'est un échange de... Merci beaucoup Bénédicte d'avoir partagé avec nous les coulisses de ton écriture, ta passion pour les figures finalement féminines qui sont méconnues, ta vision du rapport entre l'histoire, la fiction et l'émancipation avec cette femme, Jeanne, la rebelle de Dieu, aux éditions Fayard, qui porte finalement un regard sur une femme avec une force et puis une fragilité qui résonne encore aujourd'hui. Nous te souhaitons beaucoup de lecteurs à ce roman. Merci Valérie. Merci d'être venue. Merci. À bientôt. À bientôt.